Bonjour, aujourd'hui j'ai le bonheur d'accueillir une amie qui a accepté mon invitation de venir nous parler des besoins des personnes qui accompagnent un proche en fin de vie. Donc, puisque la vidéo est quand même courte, on s'est entendu pour vous parler de... laisser Christiane vous parler de 2 éclairages puissants qui pourraient vous aider, vous éclairer dans votre accompagnement à la personne en fin de vie en tant que proche et aussi très certainement en tant que soignant. Donc, je vais d'abord laisser Christiane se présenter à vous. Bien, bonjour. Moi, je suis Christiane Martel, je suis médecin de famille d'abord. Ma formation est en médecine familiale et j'ai eu la piqûre pour les soins palliatifs très rapidement dans ma pratique. J'ai commencé à travailler dans un programme de soins palliatifs à domicile et j'ai beaucoup aimé cette médecine-là que j'avais très peu vue dans ma formation médicale. Il y a plusieurs années, il n'y avait pas de formation beaucoup dans notre cours. Et pour être plus compétente en soins palliatifs, je suis allée faire un stage dans une maison de soins palliatifs, qui est la maison Victor-Gadebois sur la rive sud de Montréal. Et je suis jamais repartie de cette maison-là après le stage, parce que c'était vraiment une médecine qui me parlait beaucoup. Et après quelques années de pratique dans cette maison-là, je suis devenue directrice médicale de la maison de soins palliatifs. Et ça fait déjà près de 21 ans que je suis médecin dans cette maison-là. Et en plus, je pense que tu es présidente aussi de l'association. Bien, en fait, depuis quelques années, il y a une société médicale qui s'est formée au Québec, donc la Société des médecins de soins palliatifs du Québec. Et depuis le printemps 2015, j'ai eu le bonheur d'être élue présidente de cette société-là, donc pour travailler avec les autres médecins en soins palliatifs, essayer de former un groupe qui se supporte. Oui, et je comprends pourquoi on a proposé à Christiane de prendre la présidence de ça, parce que c'est pas juste parce que c'est mon amie et puis que je l'adore, mais c'est aussi que c'est un médecin magnifique. Elle a été présente lorsque mon mari est décédé à la maison Victor-Gadebois. Et sa sagesse d'être, en plus de ses connaissances, en font quelqu'un qui peut très certainement nous inspirer. Donc, on est très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je te laisse, Christiane, nous parler dans un premier temps d'un des 2 points qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, qui pourrait éclairer les gens. On a pensé appeler ça un besoin, mais quelque part, on ne veut pas que vous vous enfermiez dans ce qu'on dit, mais tout simplement que ça puisse vous inspirer, vous éclairer, vous aider, vous accompagner, et non vous limiter et vous laisser croire que vous devez absolument faire comme ça. Donc, si ça vous parle, vous le prenez. S'il y a des bouts qui vous parlent, vous les prenez, vous les adaptez à votre réalité. C'est ça l'objectif. Donc, le premier éclairage que tu voulais nous proposer. En fait, on entend souvent en soins palliatifs le mot accompagnement. Ouais. Donc, on accompagne quelqu'un qui est à la fin de sa vie. Ouais. Mais souvent, le sens du mot accompagnement, c'est pas toujours clair. Bon, on entend le mot, on entend le concept, mais au quotidien, qu'est-ce que c'est accompagner quelqu'un qui est à la fin de sa vie? Et le meilleur éclairage que je pourrais donner, c'est que accompagner quelqu'un, c'est marcher avec. Ouais. C'est marcher sur son chemin. On ne veut pas que la personne aille plus rapidement, qu'elle marche plus vite ou qu'elle réalise des choses plus rapidement, ou non plus la pousser derrière. Donc, on est au rythme de la personne qui est à la fin de sa vie. Donc, on n'a pas à la faire cheminer. Pas du tout. Voilà, ça c'est important de le préciser, parce que c'est très présent, les questionnements. Oui, parce que la fin de notre vie, c'est la continuité de notre vie. Ouais. Donc, toute notre vie, on chemine à notre rythme, à notre manière, tout à fait, avec ce qui se place sur notre chemin. Mais c'est pas parce qu'on est à la fin de notre chemin que tout à coup, on a le mandat de cheminer plus rapidement. Puis oui, certaines personnes le font, mais parce que c'est dans leur manière de faire. Il y a des gens qui vont réaliser, il y a des patients que j'ai accompagnés, des familles que j'ai accompagnées, qu'on voit tout à coup qui réalisent quelque chose ou qui
qui règle un conflit ou qui soigne une blessure qui a été là, mais ce n'est pas un mandat, là. Ce n'est Ça pas ne fait pas une partie oubli. d'une intention. Non, c'est que tout à coup, les ingrédients sont là. Et moi, j'aime souvent dire qu'on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. On met tous les ingrédients nécessaires. Vous allez dans votre jardin faire la même chose pour plusieurs fleurs, et il y en a une qui va fleurir, puis l'autre, elle ne va pas fleurir. Est-ce que c'est de notre responsabilité parce que celle-là n'a pas fleuri? Non. Il n'y avait tout simplement pas ce qu'il y avait à être là pour que ça se passe. Mais la fin de la vie, c'est la même chose. Donc, les gens marchent sur leur chemin comme ils sont, comme ils ont toujours été, et je n'ai pas, ni comme conjoint, conjointe, fille, fils ou soignant, je n'ai pas la responsabilité de faire cheminer cette personne-là parce qu'elle est à la fin de sa vie. Oui, on souhaite que les choses se règlent avant que la personne qu'on aime nous quitte. C'est très noble comme souhait, mais ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je vais mettre tous les ingrédients pour que ça se passe. Donc, c'est quoi ces ingrédients-là dans la compagnie? C'est être présent, c'est être aimant, c'est être non jugeant, c'est être là avec ce qu'on est. Parce que nous aussi, on en a des blessures, puis nous aussi, on a des choses difficiles. Et à la fin de la vie, c'est comme s'il y avait des catalyseurs. On devient comme à fleur de peau de nos blessures, de nos peines, de nos... Et on dit souvent, les gens en fin de vie vont regarder leur vie et faire un bilan. Et dans ce bilan-là, bien, certains vont dire « Oups, j'ai manqué telle chose, je vais essayer de le faire avant de partir. » Et pour d'autres, ils ne feront pas le bilan. Parce que dans leur vie, on n'a peut-être jamais fait. Et pour eux, ils vont continuer de vivre exactement comme ils ont vécu jusqu'à leur dernière respiration. Et là, on voit des familles parfois qui sont déçues. Et ça nous amène dans notre peut-être deuxième éclairage, qui est, ils sont déçus parce que ce dont ils souhaitaient, eux, les attentes qu'ils avaient, ne se réalisent pas. Avant d'aller plus loin dans le deuxième éclairage, je voudrais juste amener un autre éclairage qui est le mien, qui est extrêmement complémentaire avec celui de Christiane. C'est que ceux et celles qui me connaissent déjà, vous m'avez entendu plus souvent qu'autrement dire ça. Le but, en cheminant à côté de quelqu'un, c'est d'être au meilleur de soi à côté de l'autre. Donc, on n'a pas à faire pour l'autre, on a à être au meilleur de soi, tout simplement. Et c'est le savoir-être qui prédomine dans ce genre de circonstances. Et corrige-moi si je me trompe, mais la personne qui est en fin de vie, elle ne s'attend pas à ce qu'on la fasse cheminer. Souvent, les gens vont croire que la personne en fin de vie, elle s'attend à quelque chose de moi. Et là, on peut continuer dans les attentes, effectivement, si tu le veux bien. J'irais même plus loin en disant que si on pousse ou on veut que quelqu'un est dans une direction que nous, on estime qui est la meilleure pour elle, je pense que parfois, on fait violence à cette personne-là. On n'a pas à pousser quelqu'un dans un lieu qui, pour lui ou pour elle, n'a pas le besoin d'y aller. C'est ça. Donc, il y a des violences subtiles, on s'entend, qui peuvent être faites dans notre attitude et dans notre façon de vouloir voir une manière précise d'arriver à la fin de sa vie. Puis ce qu'on entend souvent, c'est « oui, mais je voudrais qu'elle aille mieux. Oui, mais je voudrais qu'elle arrête tel truc avant de mourir. Oui, mais je voudrais qu'il se passe tel truc. » Et à ce moment-là, ce que je dirais, c'est quand on est là-dedans, c'est à nous d'avoir l'humilité, de se regarder et d'en parler avec une autre personne s'il le faut, de se dire « c'est moi qui veux quelque chose ». Donc, c'est à moi de regarder pourquoi je voudrais tant que ça se règle si pour l'autre personne, c'est pas important. C'est mon besoin à moi. C'est pas le besoin de la personne qui est en fin de vie. Et c'est correct que j'ai ce besoin-là, que je l'accueille, mais que je me donne les moyens à côté de cette situation-là pour être accompagnée dans mon besoin de vouloir, pour être bien pour l'autre ou pensant que l'autre... Oui, parce que si on force, puis je garde la même image, si on force une fleur pour qu'elle pousse, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la déracine. On brise qu'est-ce qui est là. Et l'image de ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin de la vie, ou quelqu'un qui est dans une chambre en fin de vie, il y a quelque chose de délicat qui est là. Puis on n'a pas à brusquer les choses, on n'a pas on est plus vulnérable quand on est malade, on est plus vulnérable quand on est dépendant.
on est plus vulnérable quand on perd notre autonomie. Et chez certaines personnes, ça va amener des mécanismes de défense à devenir encore plus forts parce qu'ils sont vulnérables. Et s'ils ont élevé leur mécanisme de défense, on n'a surtout pas à les défaire ou à vouloir les démolir à ce lieu-là. C'est le respect. C'est pas le lieu pour... On a vécu, on a placé des choses pour survivre. Parce que si on place des mécanismes de défense dans nos vies, c'est pour survivre puis avoir un équilibre pour pouvoir fonctionner. Et à la fin de sa vie, on peut placer des mécanismes de défense pour être capable de vivre jusqu'à la fin. Parce que cette pression-là qu'on pourrait avoir de l'extérieur, de faire des choses qu'on ne se sent pas capable de faire, ça peut nous rendre plus souffrants. Exact. Donc, il faut vraiment être vigilant à nos attentes, nécessairement. Et ce avec quoi la personne en fin de vie va partir, j'en ai l'assurance et je suis sûre que tu vas être d'accord. J'ai aussi accompagné des milliers de personnes en fin de vie. C'est la personne va partir avec ce que j'appelle des souvenirs d'amour. Donc, une présence attentionnée, sans condition, sans jugement, sans attente, ça s'emmagasine dans le cœur de la personne en fin de vie. Et ça, vous devez avoir l'assurance qu'elle vit le reste de sa vie avec ça, parce qu'elle n'est pas morte quand elle est en fin de vie. C'est une personne qui est très vivante, qui est en processus de fin de vie, comme nous tous d'ailleurs, c'est juste qu'elle, elle le sait que ça va arriver plus rapidement que nous. Et tout ça, ça s'emmagasine. Donc, il faut sortir de l'illusion de croire qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Mais l'être... toucher la personne, si on sent que c'est intéressant pour la personne. J'ai aussi vu des gens touchés parce qu'on leur a dit que c'était important de toucher, puis c'était agressant pour la personne parce qu'elle a été abusée, parce qu'elle n'aime pas se faire toucher. Ouais. Et... Oui, puis comme soignant, quand on est près de ces gens-là, et on a la responsabilité de détecter ça et d'observer ça rapidement. Puis d'accompagner. Parce qu'effectivement, on a vraiment des gens qu'on accompagne qui détestent être touchés. Et on a déjà eu des patients qui nous ont dit votre douceur m'agresse, votre gentillesse m'agresse, vous me donnez bien trop d'amour, j'en veux pas de cet amour-là. Et là, comme intervenant, c'est comme ah oui, c'est possible ça. Puis on peut aussi avoir un fils ou une fille qui a été peu présent, puis tout à coup, parce qu'on est en fin de vie, devient très présent et très gentil. Ça peut aussi pas être approprié pour ce qu'on vit. Et moi, j'ai déjà eu à dire à des membres de famille, écoutez, vous n'êtes pas obligés d'être là. C'est correct si vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas été là dans la vie. En ce moment, la personne que vous aimez est dans un lieu où elle a les soins appropriés, il n'y aura pas de danger, c'est correct. Mais si vous ne sentez pas à l'intérieur de vous le goût d'être là, il y a quelque chose chez les gens en fin de vie que moi j'appelle le sixième sens, la sensibilité c'est exacerbé. Espèce d'authenticité. Si on va là parce que faut le faire, mais c'est pas agréable. Non, et ils vont pas le nommer nécessairement, ils vont pas le dire, mais ils vont pas passer un bon moment. Et je pense qu'on a une responsabilité envers les gens en fin de vie, c'est de déployer le plus d'énergie possible dans le respect de ce qu'ils sont pour leur faire passer des bons moments. Parce que ces souvenirs-là que tu donnes tout à l'heure, avec lesquels les gens partent, entre guillemets, c'est comme, nous, on fait souvent des blagues en disant, bien, dans la maison de soins palliatifs, ce qu'on souhaite, c'est emplir votre pack-sac de bonnes choses pour le voyage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. On a des doutes, on a des idées, on a des croyances. S'il ne se passe rien, c'est pas grave d'avoir plein de choses dans son pack-sac. Mais s'il se passe des belles choses, et si on poursuit la vie autrement avec ces mémoires-là, d'amour, de respect, de bienveillance, je pense qu'on part plus léger. Donc, on n'est pas perdant de le faire. Donc, c'est le savoir-être et la responsabilité et l'attention d'être sur le chemin avec l'autre, à côté de l'autre, là où il est et avec ce qu'il veut. Au meilleur de soi. Et non faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre. Parce que, comme Christiane le dit si bien, tout est exacerbé puis les gens le sentent quand c'est pas attentif quelque part. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à poser la question écoute, je sens telle chose aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, de ne pas arriver avec nos besoins et nos goûts de... Questionner la personne. Questionner. Quand c'est possible. Questionner, donner des questions et les gens vont, si ont la réponse, la donner. Tu sais, c'est plus simple qu'on pense.
c'est vraiment la suite de la vie des gens. Donc, vous avez été d'une certaine manière avec ces gens-là dans leur vie. Soyez dans le même état, même s'ils sont à la fin de leur vie. Et c'est la beauté de la chose. On n'a pas à tant modifier de... Facile à dire, pas toujours évident à incarner. Surtout quand on n'a pas été habitué de un, on est dans une société qui veut pas mourir, donc c'est normal que ça nous prenne de court. De deux, quand c'est les personnes qu'on aime, c'est simplement différent, je sais de quoi je parle. Et aussi quand on nous a pas montré que nos qualités intrinsèques étaient présentes et importantes, eh bien on se sent pris de court. Donc c'est vraiment un sujet, on pourrait s'étaler pendant une journée là-dessus. On s'est dit qu'on ferait un premier vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, des commentaires, vous pouvez nous les écrire. Écrivez sur ma page Facebook Vivre conscient, Vivre debout. Et Christiane se disait qu'elle serait disponible pour faire un ou encore peut-être 2 autres vidéos pour pouvoir mieux vous éclairer sur ce sujet-là. Donc j'espère que ça vous est utile. Pour nous, ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous et de pouvoir faire notre petite part d'expérience. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment chouette. Et puis, notre cœur est avec vous pour ceux et celles qui actuellement se trouvent dans cette situation, définitivement. On est vraiment de tout cœur avec vous, solidaires dans ce passage de vie et de mort et surtout de renaissance. Et rappelez-vous de ce sac à dos céleste. J'aime aussi beaucoup cette expression. On peut emmagasiner des souvenirs jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je le dis, je l'ai pas fait encore. Et je vais enregistrer un clip là-dessus pour expliquer c'est quoi les souvenirs d'amour. Je pense que c'est vraiment important. Bye tout le monde. À la prochaine.